Voilà, on peut y aller, hein. Oui. Alors, bonsoir. Bonsoir Milena Santerini. Merci d'avoir accepté notre invitation à participer à ce cycle de conférences du RRA. Je prends quelques minutes pour présenter notre invité de ce soir. Alors, Milena Santerini est professeure de pédagogie et directrice du Centre de recherche sur les relations interculturelles à l'Université catholique du Sacré-Cœur de Milan. Elle est aussi le coordinateur national pour la lutte contre l'antisémitisme et également vice-présidente de la Fondation du Mémorial de la Shoah à Milan. Ses intérêts des recherches portent sur l'engagement éducatif en matière de prévention et de lutte contre les différentes formes de racisme et de l'antisémitisme. Dans ce premier axe, elle développe différents projets en collaboration avec des institutions, comme par exemple le projet DigitAll sur la lutte contre la haine en ligne envers les filles, qui était promu par le Bureau du Premier ministre et le département de l'égalité des chances. Une importance particulière est donnée ensuite aux questions concernant la classification des formes de discours de haine et de la rhétorique dans le domaine de l'antisémitisme. Questions qui sont aussi associées à la recherche sur les modalités d'enseignement de la Shoah. Enfin, elle mène une réflexion consacrée au développement des compétences interculturelles des éducateurs, des enseignants, des opérateurs et de la qualité de l'éducation interculturelle. Alors, dans sa vaste production scientifique, je me limite ce soir à signaler d'abord un article très récent, paru en 2021, et intitulé Antisémitisme et Covid-19 sur Twitter, la recherche de la haine en ligne entre automatisme et évaluation qualitative. Excusez-moi. Et surtout, très important, un livre, un essai paru en 2021 chez la maison d'édition Raffaello et Cortina, intitulé L'esprit hostile, forme de la haine contemporaine. Alors, partant d'un panorama actualisé des études que diverses disciplines mènent sur l'origine de sentiments de haine dans le cerveau humain et qui convergent vers l'idée que la peur instinctive et ancestrale de l'autre peut être maîtrisée par la rationalité, Milena Santerini analyse les manifestations de la haine dans différents domaines, Internet, les fake news, les trolls et d'autres. Ensuite, l'auteur explore les manières possibles pour traiter aujourd'hui les tendances antisémites réapparues, comme par exemple la haine à l'égard des femmes et des personnes sexuellement différentes, mais aussi le sentiment anti-musulman. Alors, la leçon à tirer de ce beau livre est un avertissement aux hommes politiques du monde entier pour qu'ils investissent dans l'éducation des jeunes, puisque la haine habite avant tout, mais malheureusement pas toujours, les sociétés dont le niveau de scolarisation et des consciences culturelles est faible. Voilà, j'espère d'avoir été précis et actuel par rapport à votre travail. Et donc, je vous laisse la parole maintenant. Merci pour la présentation, Philippe. Je suis vraiment heureuse de parler avec vous ce soir, de nous rencontrer en ligne. Et excusez-moi pour mon français, vous devez m'aider s'il y aura quelques moments dans lesquels je ne trouve pas les mots ou bien m'aider à comprendre s'il y a des questions de votre part. Et donc, je suis vraiment heureuse de partager avec vous des réflexions et des expériences sur la lutte contre l'antisémitisme. En effet, j'ai un rôle de professeur d'université, de la pédagogie, et en même temps, j'étais dans le gouvernement Draghi, dont j'attends d'avoir une confirmation du gouvernement actuel, coordinatrice pour la lutte contre l'antisémitisme à la présidence du Conseil. Formidable. OK. Et non, OK. Non, j'avais entendu une intervention, mais OK. Et donc, je fais un double rôle, comment dire, scientifique et politique en même temps, et culturel et politique. Donc, j'espère qu'on pourra vraiment
parler ensemble et j'ai besoin d'avoir l'opinion de mes collègues, surtout en France. C'est un pays que je connais un peu et duquel j'admire la lutte contre le racisme et les discriminations. Donc, bien, et donc le rôle de coordinatrice nationale pour la lutte contre l'antisémitisme, permettez-moi de dire qu'est-ce que c'est. C'est né après une invitation du Parlement européen en 2017. Donc, chez vous, vous avez ce rôle, mais au ministère, je pense, des Affaires de l'Intérieur, je pense. Et c'est une lutte contre l'antisémitisme qui est avec la lutte contre le racisme. Donc, c'est un point de vue, quelqu'un apprécie beaucoup cette approche. Quelqu'un, surtout dans les communautés juives, apprécie surtout d'avoir un rôle spécifique pour l'antisémitisme. Donc, on pourra discuter même de cette approche. Donc, de ma part, dans mon opinion, l'antisémitisme est une forme de racisme. Je pense qu'il faut lutter contre toutes les formes de racisme, mais en même temps avoir un rôle spécifique contre la haine anti-juive, je le trouve utile parce que c'est un thème qui, dans les formes de racisme en général, a d'implications effectivement particulières. Donc, on pourra discuter s'il est mieux d'avoir des rôles qui sont pour toutes les formes de racisme ou surtout pour l'antisémitisme comme en Italie, mais je pense que c'est assez performant pour le moment au moins. Et donc, j'étais nommée en 2020 et avec la tâche d'appliquer la définition d'antisémitisme de l'AIRA, International Holocaust Remembrance Alliance, on pourra parler de ça, c'est un thème politique vraiment délicat. Et en ce sens, je présentais à la présidence du Conseil la stratégie nationale de lutte contre l'antisémitisme que j'ai élaborée avec un groupe de travail composé de communautés et d'institutions juives et de représentants et des ministères et des experts. Donc, il s'agit d'affronter les mutations, les variants, comme les virus, nous avons les variants Omicron, etc., les variants de l'antisémitisme dans le monde d'aujourd'hui, entre mythologie ancienne et nouvelle adaptation. Cette tâche implique notamment d'assumer une responsabilité claire, selon moi, celle de considérer l'antisémitisme comme un danger pour l'ensemble de la société, pas seulement pour les Juifs, de refuser de le cantonner à un phénomène du passé et surtout de choisir de lutter contre toutes les formes d'antisémitisme, donc de droite et de gauche, intellectuelle et populaire, culturelle et politique. Donc, je pense que c'est ma responsabilité, notre responsabilité en tant que professeur intellectuel et avec un rôle politique. Donc, le thème est vraiment, on peut avoir peur d'un thème si large. Donc, il n'est pas facile de dresser un tableau complet de l'hostilité anti-juive en Europe. En Europe, il y a beaucoup de pays qui sont vraiment différents entre eux, et en raison des mutations constantes du phénomène. Et donc, je parlerai surtout de l'Italie, vous devez m'excuser, mais je connais surtout cette situation, mais je pense que c'est assez intéressant le cas de l'Italie, même pour la France. Même s'il n'est pas facile de dresser un tableau complet, cependant, il est possible d'identifier des lignes de tendance
qui, tout en s'appuyant sur des mythologies et des préjugés anciens, s'entrelacent avec des faits et des événements actuels. D'autre part, les différentes enquêtes qui tentent de donner un aperçu de la propagation de l'antisémitisme en Europe, bien que précises, ne parviennent pas à quantifier les phénomènes de manière exhaustive. À cause du phénomène de l'underreporting, la sous-déclaration, on peut dire, surtout. Et par conséquent, même s'il est utile de rendre compte de quelques-unes des principales enquêtes sur le sujet à niveau européen qui contribuent à décrire l'antisémitisme, c'est en fait au niveau qualitatif que les observations, les analyses et les propositions pour contrer la haine anti-juive doivent être approfondies. Donc, c'est surtout sur le plan qualitatif. Mais sur le plan quantitatif, on pourra commencer. Je pourrais faire l'exemple de l'Italie. En 2021, 226 incidents antisémites ont été enregistrés par l'Observatoire contre l'antisémitisme du Centre de documentation juive contemporaine. Vous avez un centre de documentation semblable en France, je pense. Sur 226 incidents antisémites, 181 étaient en ligne. Le total a eu une légère baisse par rapport à 2020, mais une forte augmentation par rapport aux années précédentes. Je n'ai pas les chiffres pour la France, mais je pense que les incidents antisémites, dont les incidents, ça veut dire les crimes et les actes qui ne sont pas sur le plan du droit pénal, on peut dire, sont un peu plus. Et, de manière générale, on peut dire que le phénomène de l'antisémitisme en Europe est définitivement plus visible. Plus visible. Tout d'abord, il y a l'augmentation de la perception du risque, de l'insécurité et de la menace de la part des Juifs eux-mêmes. Donc, c'est une façon de registrer l'antisémitisme, la perception de la part des Juifs. En outre, l'antisémitisme est de plus en plus explicite et ouvert dans tous les pays européens. Dans toutes les recherches et tous les rapports, une aversion flagrante qui était restée au moins dans l'ombre depuis l'après-guerre émerge à la lumière du jour. Les propos haineux sont de plus en plus tolérés et les incidents antisémites, surtout en Italie autour du 27 janvier, la journée de la mémoire, prennent la forme de vandalisme, écrits insultants et des symboles nazis. Ces données suggèrent d'analyser les processus non pas en termes de périodes annuelles, mais en termes de cycles et d'événements particuliers qui contribuent à accroître le climat d'intolérance. En effet, lorsqu'on évalue la tendance de l'antisémitisme, il n'est pas indifférent de constater la croissance de l'hostilité sur le web. Et les caractéristiques particulières de ces moyens de communication. L'anonymat, prétendu anonymat, ça c'est pas un vrai anonymat, les propos inflammatoires, les flaming, les flammades. On dit en français flammade, oui, on comprend le mot flammade, ok. Et la diffusion de la haine, etc. Je veux vous dire une chose sur l'Italie. Ce n'est pas une coïncidence si les pics d'intolérance
de ces dernières années s'est produit en Italie en 2019 pendant les périodes de menaces reçues en ligne par la sénatrice à vie Liliana Segre, je ne sais pas si vous la connaissez, suite à la présentation de sa motion dans le Sénat visant à créer un Parlement une commission extraordinaire pour contrer les phénomènes d'intolérance, racisme, antisémitisme, incitation à la haine et à la violence. Donc, elle a proposé une commission extraordinaire au Parlement contre toutes les formes de racisme et elle a été touchée par une haine extraordinaire et elle a maintenant scortata par la police. A eu une scorta. Elle est Oui, protégée. elle est protégée, voilà, la police la Elle est suit. protégée par la police. Et elle a 92 ans. Bon, c'est un cas, je pense, unique en Europe. Une vieille dame de 92 ans qui est protégée par la police et qui a eu dans les pics d'intolérance en Italie des dernières 10 années a été parce qu'elle a présenté une motion. Donc ça, c'est lié exactement au problème de la haine sur le web. Donc j'aime comme tout le monde Internet, j'aime beaucoup Internet, mais nous savons qu'il y a des phénomènes, on pourrait rester quelques semaines à en parler, et il y a les plateformes de big tech, les grands big tech ne sont pas Internet, ils ont occupé Internet, ils ont occupé les choses sociales. Donc, la haine contre Liliana est liée au processus de la haine en ligne. Est-ce qu'on sait de qui ça venait? Pardon. Est-ce qu'on sait de qui ça venait, les propos haineux contre cette personne? De la part de qui? Oui, est-ce qu'on sait qui a envoyé ces propos haineux? Okay. Alors, c'est très intéressant. Normalement, ils sont anonymes. Il y a quelqu'un qui met sa signature. Et il y a une semaine, Liliana, que je connais bien, a décidé de dénoncer. Donc, pour la première fois, elle a décidé de dénoncer. Donc, la police postale peut trouver facilement les gens qui font des propos haineux. Et il y avait un médecin, il y avait des gens quelconques, un peu tout le monde. La plupart a dit non, mais moi, c'était une moquerie, moi, je ne voulais pas. Non, ils ont peur. Mais le médecin a dit, OK, on va dans le tribunal. Et on pourra l'expliquer mieux après, mais la plupart de ces gens-là est Novax, non, est lié au mouvement de anti-vaccin. OK. Que vous savez mieux que moi, même en France, en Europe, oui. Il y a une vague qui est une vague culturelle dans la nature. L'État n'a pas droit de me vacciner, mais en Italie surtout, mais partout, il y a eu des mouvements politiques de droite qui ont fait grandir les mouvements. Oui. OK, merci. En général, on peut observer que les niveaux d'antisémitisme sont différents, des plus populaires et apparemment naïfs aux plus structurés et scientifiques. Donc, il y a les deux. Les actions violentes d'hostilité anti-juive distinguent les groupes politiques extrémistes, donc droite, gauche, islamistes, je pense à la France, tandis que le partage des stéréotypes et des préjugés traverse les classes socioculturelles et les affiliations politiques et idéologiques. Comme on peut le constater, nous sommes confrontés à différents néo-antisémitismes
au pluriel. Ces observations rejoignent ce que certaines recherches européennes rapportent selon les études de la FRA, dont l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, sur la perception de l'antisémitisme dans 12 pays de l'Union. Il y a une normalisation du phénomène et parmi les citoyens juifs, comme je disais, un sentiment de danger, une anxiété généralisée face à l'antisémitisme, qui se profile avec plus de gravité que lors de la première enquête qui était en 2012 et 2013. Je pourrais citer des recherches pour l'Italie. Il y a le 16% des Italiens qui se déclarent pas du tout favorables à la religion juive. 11% pensent que les Juifs ont un pouvoir économique et financier international excessif. La moitié sont convaincus que le secteur économique et financier est totalement contrôlé par les Juifs. En général, il ressort une faible connaissance directe ou indirecte des Juifs. 36% surestiment leur présence en Italie, ce qui est souvent un signe de préjugés ou d'hostilité. Les 20% des Italiens pensent que les Juifs sont entre 500 000 et 1 million, alors qu'ils sont moins de 30 000, dans le 0,001. C'est différent en France parce que vous avez une communauté juive plus grande, vous avez 400 000, je pense, une chose comme ça, un peu plus. Donc, les dates, ce qu'ils pensent les Italiens, c'est pour la France, mais pas pour l'Italie. Chez nous, c'est le même problème. Quand on questionne des adolescents sur le nombre de Juifs, ils disent plusieurs millions. Et on a 400 000, effectivement. Donc, Non, selon les chiffres de Jérôme Fourquet, de l'IFOP, il y a plus de Juifs en France. Mais bon. 400, entre 400 et 450 000. Non, lui, il arrive au chiffre de 700 000, plus de 700 000. Ah non, ça j'y crois. Ah si, c'est ces chiffres à lui. Hein. Mais bon, voilà. C'est classique. Et Nona Mayer est une des personnes qui connaît le mieux les questions statistiques et qui juge que son évaluation est la plus fiable. Quoi. Voilà. Qu'il y aurait 700 000 Juifs là en France? Oui, mais attends, pas seulement des Juifs religieux. Oui, du consistoire, quoi. Pas seulement les Juifs. Non, pas du consistoire, pas seulement des Juifs qui se déclarent de confession. Oui, j'ai compris. C'est des gens qui ont une origine juive aussi. D'accord. Oui, même chez nous, il y a les gens qui sont inscrits dans les communautés juives, donc il faut être inscrit, mais aussi, il y a des gens qui ne sont pas inscrits dans les communautés juives. Et donc, ils sont un peu plus, mais pas trop plus. Je dis 30 000 parce que les inscrits dans les communautés juives sont 23 24 000. Donc, je calculais aussi les gens qui ne sont pas inscrits. On peut, donc, vous avez entendu les préjugés, mais vous les connaissez mieux que moi. Donc, en général, ce tableau confirme qu'on peut dire que les véritables, je ne sais pas ce que ça signifie, mais les véritables antisémites italiens représentent entre les 10 et les 15% de la population. Mais vous savez que on pourrait contredire cette phrase, mais on peut essayer de dire ça. Toutefois, le problème le plus grave est représenté par, quand il y a des enquêtes, par les 40% des personnes qui ne s'expriment pas et qui se déclarent neutres par rapport aux questions concernant les mots juifs. C'est ça la zone grise. Et ces citoyens, que pensent-ils? Nous devons nous poser cette question face au changement économique-politique, car il suffit d'une crise pour ressentir les besoins d'un ennemi ou d'un étranger à blâmer. Donc, la crise de la pandémie a fait grandir l'antisémitisme.
Et nous devons d'autant plus nous demander ce qu'il en est du changement radical induit par les réseaux sociaux, qui contribuent à rendre vrai ce qui est faux et à accorder du crédit à des complots absurdes, dont les complots absurdes sont existés par la nuit du temps. Nous connaissons les protocoles de céphage, mais il y a des nouveautés. Le web change la qualité du conspirationnisme. Donc, il contribue à rendre vrai ce qui est faux et à accorder du crédit à des complots absurdes et à la mentalité conspirationniste. Alors que les témoins disparaissent et que le fascisme, avec son lot de brimades, de violences et de morts, semble lointain, mais en Italie, ce n'est pas lointain, parce que nous avons un gouvernement qui a encore des racines dans les partis fascistes d'hier et qui n'a jamais accepté de changer le symbole. Et le symbole est une flamme. Et peut-être c'est la flamme qui était sur le tombeau de Mussolini. Non. OK. Donc, l'antisémitisme est prêt à refaire surface parmi les gens ordinaires sous des formes invisibles, mais non moins dangereuses. Alors, je voulais dire une chose qui peut-être crée des confusions, parce que ces chiffres, selon moi, sont vraiment difficiles à considérer, mais j'ai essayé. Donc, maintenant, je voudrais parler sur le plan qualitatif des mutations de l'antisémitisme. Il suffit de considérer les continuités et les discontinuités de ces phénomènes d'un point de vue qualitatif pour voir apparaître les métamorphoses de l'antisémitisme. En effet, des éléments mythologiques très semblables à ceux du passé se mêlent au changement de la situation politique et économique et au climat culturel influençant les groupes sociaux. Plus précisément, il est possible d'identifier un aspect important partagé avec d'autres pays qui caractérise l'antisémitisme, par exemple en Italie. Cet élément pourrait être sa qualité post-raciale. Je vous expliquer, mais vous savez mieux que moi ce que je veux dire. À partir de la seconde moitié du 19e siècle, bien que les racines du processus soient beaucoup plus anciennes, un lien a été créé entre l'aversion pour les Juifs et les théories de la race, qui a eu pour résultat les plus destructeurs l'anéantissement des Juifs d'Europe. D'un fait religieux d'abord et puis culturel, l'aversion était devenue une question biologique de sang. Il est admis que ce racisme de couverture donc biologique du sang n'est pas disparu et qu'il est toujours présent dans les mouvements extrémistes néo-nazis et néofascisme, mais c'est très important de dire, après la Seconde Guerre mondiale, il est devenu difficile à présenter. Il n'est pas, on peut dire présentable, on ne peut pas le dire. Donc, la Shoah a érigé un barrage culturel et moral qui rend inacceptable les arguments raciaux justifiant l'antisémitisme. Bien qu'il ne soit certainement pas vaincu, l'antisémitisme est du moins formellement et légalement hors de la loi. Toute la narration de la seconde moitié du XXe siècle et des premières années du XXIe siècle, les livres, les films, les récits, même en Italie, les films sur la Shoah, la littérature, les monuments, etc., et même les bandes dessinées, les cartons de Disney, etc., a conduit à la reconnaissance d'une lecture de l'histoire où la déportation et l'extermination des Juifs d'Europe sont devenus les symboles du mal radical. Cependant, même s'il est difficile d'adhérer aux théories biologiques de la race inférieure, nous assistons de plus en plus à un antisémitisme post-racial fondé sur des préjugés
préjugés anciens, une hostilité futile, banale, des insultes et des dérisions dans les stades, un langage offensant et des déformations de la mémoire de l'Holocauste qui le relativisent et le minimisent. Il s'agit des sites fascistes qui, en Italie, c'est un phénomène italien, font le commerce d'objets néofascistes et néonazis, les gadgets nostalgiques, vêtements, jusqu'aux magasins spécialisés dans la vente d'objets de la période nazie-fasciste. En Italie, les épisodes de moquerie de la Shoah sont fréquents, notamment au travers des vidéos diffusées parmi de très jeunes gens par jeu, sur les réseaux sociaux ou des fêtes de la Shoah, qui utilisent également des symboles du nazisme et du fascisme. La police postale a identifié dans plusieurs cas des chats d'adolescents ou de youtubers postant des représentations d'humour noir sur des fours ou des camps. Il s'agit là d'exemples d'antisémitisme réel avec le soutien de milliers de personnes des communautés virtuelles. Quand j'entre en dialogue, il me répond, mais professeur, non, mais c'était une moquerie, mais non, mais je ne vous ai pas au sérieux, etc. La fusion entre antisémitisme et anti-vax, on peut dire comme ça, pour nous c'est Novax, l'expression anti-vaccin, montre la simplification avec laquelle l'immense tragédie de la Shoah est comparée aux limites imposées par la pandémie du virus Covid-19. En effet, les victimes ne cessent de s'indigner lorsque les personnes à qui l'on demande de se faire vacciner pour protéger leur santé défilent dans les rues dans un uniforme rayé censé rappeler les camps de concentration, arborent une étoile jaune sur la poitrine ou affichent les portes d'Auschwitz avec un photomontage où l'on peut lire « Les vaccins rendent libre ». Vous connaissiez ce phénomène parce qu'ils sont fréquents en Allemagne, en France, partout. Et sur la base de ces éléments qui caractérisent le néo-antisémitisme actuel, il est possible de tenter une synthèse des principales manifestations de la version anti-juive. En commençant avec la définition de l'antisémitisme élaborée par la IHRA, International Holocaust Remembrance Alliance, en 2016, accompagnée de 11 exemples. Vous connaissez peut-être la définition de l'AIRA. L'AIRA est un organisme intergouvernemental de 34 pays, fondé en 1998, réunissant des gouvernements et des experts pour renforcer, promouvoir et diffuser l'éducation, la recherche et la mémoire de la Shoah dans le monde entier. Alors, la définition opérationnelle de l'antisémitisme et les nouvelles formes. La définition opérationnelle de l'antisémitisme utilisée par l'AIRA est non contraignante. Elle offre un cadre conceptuel et représente un outil de travail, selon moi, indispensable, même si celui-ci ne peut pas être transformé en un instrument juridique en soi. Quelqu'un essaye de le faire et moi, je suis contraire. Cependant, les tentatives de délimitation ne permettent pas de clarifier le tableau. Toute définition court le risque de figer des visions qui changent constamment en raison des transformations sociales, économiques, géopolitiques et culturelles. Donc, nous avons une définition, mais je pense qu'il y a le risque de la figer parce que le monde change. Le document indique une définition qui dit l'antisémitisme, une certaine perception des juifs, même le mot perception est pas utilisable, par exemple, par les droits. Les juristes nous disent que c'est impossible d'utiliser le mot perception si on veut individuer un crime, mais c'est normal. Donc, la définition est très simple.
Mais en plus de cette brève définition, le document contient également 11 exemples de manifestations d'antisémitisme que nous pouvons résumer en 5 catégories d'orientation. Alors, j'essaie de le faire brièvement, comme ça je suis vraiment intéressée à discuter et dialoguer ensemble. Alors, la première forme. La première forme concerne l'antijudaïsme d'origine chrétienne. Il trouve ses racines dans l'enseignement du mépris et la diabolisation anti-juive qui constituait la toile de fond de la théologie pré-conciliaire, consistant à remplacer l'ancien Israël par le nouvel Israël représenté par l'Église. Le tournant du Concile Vatican II a symbolisé une rupture radicale, je le peux dire en tant que catholique, avec une représentation qui avait été source de tragédies et de persécutions, ouvrant la voie au développement d'un dialogue et d'une amitié avec les institutions juives qui se sont consolidées et renforcées au fil des ans, même s'il y a beaucoup de crises. Aujourd'hui, il est possible d'en parler comme une forme d'antisémitisme qui peut s'appuyer sur d'anciennes accusations du meurtre rituel, sacrilège de l'hostie, empoisonnement de puits et de contamination. Les fausses accusations de sang, l'utilisation de sang d'une victime pour des rituels juifs, ainsi que les représentations antisémites du culte, par exemple de Simonino de Trente, aboli par l'Église de 1965, en sont des exemples. Simonino de Trente, c'est un enfant qui a été tué, kidnappé, tué en 1400, à la moitié du 1400, a été accusé la communauté juive de Trento, mais je veux vous dire qu'un jeune peintre italien de Pouille a fait une image de Simonino de Trente en 2020. Et il a diffusé ça sur Internet et nous avons dénoncé ça et les juges n'ont pas procédé. Parce que c'était liberté artistique. C'était une peinture d'incitamento à la haine. Incitation à la haine, tout à fait. Incitation à la haine. Incitation à la haine. Incitation. Quel est le nom de cet artiste? Quel est le nom? Giovanni Gasparro. J'ai son nom parce que sur la table, parce qu'il y aura un moment dans lequel je pourrai intervenir. Parce que jusqu'à ce moment-là, le juge lui a donné. Et j'ai vu qu'il y a quelques mois, l'UNESCO lui a donné un prix. Donc, il y a toujours des gens qui n'ont pas le temps de voir sur Internet à qui ils donnent un prix. Parce que sur Internet, il y a toute la question, intervenu le Congrès juif international, c'était un petit scandale, selon moi un grand scandale, mais l'UNESCO, il a donné un prix pour son travail artistique. Okay. Donc, ça continue d'être disponible sur Internet, son tableau continue d'être... Oui, si vous allez sur Internet, Giovanni Gasparro, vous voyez une peinture qui est vraiment effrayante, c'est terrible, on ne peut pas la voir, C'est une incitation à la haine très claire. L'enfant est petit et innocent et il est tué avec des couteaux, avec des tenailles par des gens qui ont la kippa, qui ont le nez comme dans les caricatures des juifs, donc ils sont des juifs qui font ça. Est-ce que le pape en Italie s'est prononcé sur ce sujet-là ou pas? Le pape, non, mais les évêques, oui. Ah. Les évêques, oui, ils ont fait une déclaration, ils ont dit que c'est un crime,
absolument que l'Église ne reconnaît pas, mais les jeunes peintres continuent à être... OK. Non, non, les évêques ont fait une déclaration officielle. Donc, la deuxième forme est la forme néo-nazie et néofasciste professée par des groupes organisés, souvent dangereux. En Italie, il existe depuis 1952 des lois interdisant la reconstitution du parti fasciste et punissant l'apologie du fascisme. Cependant, toutes les activités qui font indirectement référence à cette exaltation, comme le salut romain ou la vente d'objets du culte des fascistes duquel on parlait, restent souvent impunies. Et dans les jours qui précèdent le 27 janvier, il y a par exemple de nombreux Zoom bombing, c'est-à-dire des incursions dans les vidéoconférences où la mémoire de la Shoah est discutée, presque tous effectués par des jeunes. Souvent, cet antisémitisme est lié à la xénophobie et à l'arrivée des migrants. Bien qu'il s'agisse de deux phénomènes distincts et très différents, ils ont en commun la recherche de l'ennemi et d'un bouc émissaire pour le malaise social. Il peut donc arriver que l'on condamne la Shoah, mais que l'on continue à éprouver de l'aversion pour les étrangers et les immigrés, sans reconnaître dans l'intolérance et l'indifférence à son égard la racine du processus d'exclusion qui a conduit au fil du temps. La troisième concerne la haine vers l'État d'Israël. Souvent, une critique légitime du gouvernement d'Israël peut dégénérer en antisémitisme et en haine des Juifs, même dans d'autres parties du monde. L'utilisation correcte de la définition de l'antisémitisme de l'AIRA consiste à distinguer, selon moi, au cas par cas, s'il s'agit d'une critique légitime ou d'une critique qui dégénère en antisémitisme. Ça, c'est ma position personnelle. Les préjugés antisémites établissent une équation fausse et arbitraire lorsqu'ils identifient les Juifs citoyens italiens comme les autres, citoyens français comme les autres, à Israël en tant qu'État ou nation et les tiennent collectivement responsables des actions d'Israël. Ça conduit à blâmer les communautés juives du monde entier dans le cadre du conflit au Moyen-Orient. Vous avez je pense aux enquêtes, aux recherches de Nonna Mayer, qui montrent très bien comment en France, il y a, même en Italie, c'est le même en Europe, il y a la hausse d'antisémitisme correspond au moment d'intifada et au moment de la guerre en Israël et Palestine. Oui, mais elle dit qu'après, ça devient quelque chose de plus structurel et ça devient plus indépendant des événements du Moyen-Orient. Ah. Oui, elle le dit qu'après, ça devient quelque chose de plus structurel. De structurel, ok. Ouais. On sait pas je n'ai pas lu les derniers rapports de votre centre de recherche, mais je vais le faire. Et ce nouvel antisémitisme a pour toile de fond la diabolisation d'Israël, la délégitimation de son existence, avec la présentation erronée des victimes d'hier comme les bourreaux d'aujourd'hui, ainsi que la soumission d'Israël à un double standard de jugement. En ce sens, l'antisémitisme peut se faire passer pour de l'antisionisme lorsqu'il s'oppose à la pleine existence d'Israël en tant que nation libre. Et il ne fait aucun doute, comme la définition de l'antisémitisme de l'AIRA l'indique également, c'est la première à le dire, que l'on a le droit, le devoir de critiquer le gouvernement israélien individuel et leur politique. Mais il est nécessaire d'empêcher que cette critique ne s'étende à tous les Juifs.
Au contraire, la critique est légitime, selon moi, lorsqu'elle est exercée de manière raisonnée et qu'elle se réfère à des faits spécifiques reprochés au gouvernement israélien. Sans amalgame, le mot amalgame, c'est utilisé en France, je l'ai copié, avec les préjugés antisémites. La quatrième forme est la vision conspirationniste du pouvoir mondial juif sur l'économie et la finance, qui fournit une matrice et un cadre conceptuel bien connu, vous le connaissez très bien, dont de manière paranoïaque, les conspirationnistes tendent vers des préjugés non confirmés par les faits, mélangent des éléments vrais avec des éléments faux, ce qui rend difficile leur démantèlement par la seule logique. Il invente également de fausses relations de cause à effet sur des faits réels ou il utilise des documents falsifiés. Bien sûr, ils définissent les conspirations comme des tentatives de démonter les théories avec des preuves contraires. Non, ils créent un cercle. Les conspirationnistes, s'appuyant sur des idées qui semblent évidentes, ont tendance à relier les points, comme dans les jeux d'enfants lorsqu'une figure émerge de plusieurs points reliés, c'est-à-dire à rattacher des événements individuels complètement distincts. Le schéma de conspiration, comme Umberto Eco l'a observé, est autogénérateur. Il peut être appliqué à n'importe quelle conspiration. La tendance conspirationniste suppose que des entités mystérieuses conspirent contre les bons, nous sommes les bons, les autres sont les bons, répondant aussi à une suspicion universelle. Un exemple typique est le mythe de George Soros, capitaliste mondial, qui en tant que juif cosmopolite a le péché d'être favorable à l'invasion des étrangers en Europe, dont vous avez Camus pour le problème de la théorie de la substitution. Et je pense que même, je n'ai pas vu, mais Houellebecq et les autres. Et Zemmour. Pardon? Et Zemmour. Zemmour aussi, celui qui s'est présenté aux élections présidentielles. Et Zemmour, qui a risqué de devenir président ou quelque chose de fait. Mais je savais que les Français ne pouvaient pas élire. Les Italiens ont lu Giorgia Meloni. Enfin, l'association du mot juif à la propagation du virus est fréquente, mais c'est trop connu. Donc, je peux m'arrêter ici si vous voulez, parce que je voudrais seulement conclure. Je présentais une stratégie qui est une stratégie contre l'antisémitisme, qui est holistique, parce que pour s'attaquer à un phénomène aussi complexe et hétérogène, qui se manifeste sous un large éventail de formes, est nécessaire de concevoir une stratégie holistique intégrée à plusieurs niveaux opérationnels et dont le document, je vais conclure comme ça, contient des recommandations destinées à toutes les institutions italiennes, les gouvernements, les parlements, les ministères, les écoles, les universités, les églises, le monde de la culture, du sport, des religions, etc. Donc, c'est la première fois que l'Italie se dote d'une stratégie contre l'antisémitisme. On verra si le nouveau gouvernement veut l'appliquer. Donc, est nécessaire, en conclusion, d'examiner la base de la pyramide de la haine. Parce que le vrai antisémitisme, comme je dis, est un peu caché. Mais la pyramide de la haine la base est constituée de préjugés, de comportements, de tendances qui peuvent sembler inoffensifs et difficilement affectés par le droit pénal. Et ils sont, comme mentionné, très fréquents et de plus en plus acceptés socialement. Donc, je vais m'arrêter, mais si vous voulez, on pourra parler aussi du rôle des médias. Je veux seulement dire que le domaine des médias
me semble d'une importance particulière. Pendant 3 ans, j'ai été rapporteur général contre l'intolérance et le racisme au Conseil de l'Europe. J'étais à l'Assemblée comme députée italienne à l'Assemblée du Conseil de l'Europe et j'ai fait le rapporteur général. Et à ce titre, j'ai pu constater la menace de discours de haine en ligne, notamment de nature antisémite, et dont il faudrait parler beaucoup de temps sur ça, mais je partage l'esprit de la loi française et d'autre égard de la loi allemande qui traite de la responsabilité des plateformes dans le retrait des contenus haineux. Donc, nous n'avons pas le temps pour parler des solutions à ces problèmes, je fais seulement l'analyse, mais je pense que le terrain, un des principaux terrains d'action, c'est les médias, c'est le web, et il faut aller vers la direction que selon moi, que la Commission européenne a tracée avec les Digital Service Act, qui, je pense, finalement, j'espère, donnera plus de responsabilité aux grandes plateformes internationales. Excusez-moi si j'étais trop longue, mais je vous prie de parler lentement parce que je comprends bien ce que vous dites, mais j'ai un computer qui fait un peu donc, même les mots Zemmour, il m'arrive un peu transformé. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre intervention. Vous posiez la question de séparer lutte contre le racisme et lutte contre l'antisémitisme. C'est l'intitulé de la délégation de la DILCRA chez nous, effectivement, la délégation interministérielle sépare lutte contre le racisme de la lutte contre l'antisémitisme. Mais on voit apparaître ici et là quelques confusions quand même. Voilà, dans des présentations de journées d'études, etc., où on a tendance à subsumer, comme on dit, ou confondre racisme et antisémitisme, et finalement l'antisémitisme est un petit peu biffé voilà, ce qui prédomine effectivement, c'est la lutte contre les discriminations. En tout cas, en France, ce mot est de plus en plus utilisé dans les journées d'études ou dans les journées où on va voilà, présenter différents colloques ou interventions, etc. On parle de plus en plus de lutte contre les discriminations. Donc ça nous interroge. Alors soit lutte contre le racisme, mais c'est vrai que ce qui est amené aujourd'hui, c'est d'ailleurs comment dire ça, dans les ministères, effectivement, on voit de plus en plus l'ajout de la lutte contre les discriminations voilà, ou la haine, vous voyez, la lutte contre la haine et les discriminations ou pour la diversité, etc. Donc c'est quelque chose, on sent ce glissement sémantique depuis quelques années, là où auparavant ça semblait être clair, effectivement, et on proposait une lutte contre le racisme d'un côté, lutte contre l'antisémitisme. Donc je ne sais pas comment ça se passe en Italie, mais on a observé avec mes collègues Isabelle et Martine, voilà, ce glissement, et du coup les journées de présentation, d'intervention, de conférenciers, etc., pour titre journée de lutte contre le racisme ou mémoire et racisme, etc. Alors qu'il s'agit d'antisémitisme, hein. Mais le problème est ouvert selon moi parce que effectivement il y a si on pense à la mentalité, par exemple, la mentalité de l'intolérance, la mentalité discriminatoire est la même. On pourrait dire que sur ce plan, je pense, psychologique de la mentalité, je pense qu'il faut traiter
le cerveau intolérant, le cerveau raciste, je pense que peut-être on peut le trouver vers toutes ces formes. Mais je pense qu'effectivement, l'antisémitisme a une spécificité historique, démoniaque, qui mérite d'avoir un rôle particulier. Moi, j'ai trouvé une solution pratique. Parce que nous avons à la présidence du Conseil italien, nous avons l'UNAR, qui est comme votre DILCRA, c'est le bureau contre la discrimination raciale, et qu'ils ont traité tous les thèmes. Mais nous avons trouvé une bonne collaboration dont on fait des choses ensemble, dont on met l'antisémitisme dans l'éventail de toutes les formes de discrimination dans certains cas, et dans d'autres cas, on fait une action spécifique dont on a trouvé pour le moment une solution. Et par exemple, quand nous devons lutter contre le racisme et l'antisémitisme dans les stades de football, et donc il faut lutter ensemble. Mais l'antisémitisme dans les stades, c'est un peu différent du racisme, naturellement, pour des raisons que vous savez mieux que moi. Donc il faut... Martine. Oui, bonsoir. Je voulais juste pour, il y a quelques années déjà, j'avais discuté avec Emmanuel de Bono qui a fait sa thèse sur la LICA, sur l'histoire de la LICA, qui est devenue aujourd'hui la LICRA. Comment s'appelle? Emmanuel de Bono, qui est historien et qui est aujourd'hui le rédacteur en chef, je crois qu'on appelle ça comme ça, du mensuel de la LICRA. La LICRA, vous connaissez la LICRA, hein, la Ligue internationale de lutte contre l'antisémitisme et le racisme. Et donc historien donc de la LICA d'abord, hein, et aujourd'hui donc rédacteur en chef du mensuel de la LICRA. Et il y a quelques années, j'avais discuté avec lui et il me disait mais l'antisémitisme est spécifique évidemment, mais chaque racisme est spécifique. À la limite, ça serait envisageable de pouvoir parler des racismes en général, des formes de racisme en général, et pourquoi pas de ne pas forcément spécifier l'antisémitisme, parce que quand on spécifie l'antisémitisme, quand on veut spécifier, quand on insiste sur ça veut dire qu'on n'insiste pas sur la spécificité de chaque autre racisme, on va dire. Et donc, d'une certaine manière, on rentre dans entre guillemets, une concurrence des formes de racisme et d'antiracisme. Voilà. Donc, lui, il n'était pas contre l'idée de dire que chaque racisme a ses spécificités et dont l'antisémitisme a une spécificité, évidemment, avec son antériorité historique, etc. Donc, voilà, juste pour information cela. Et pour information aussi, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le terrain français tel qu'il évolue depuis quelques mois, un an, 2 ans. Il y a un petit groupe qui s'est constitué en France qui s'appelle le RAAR, R-A-A-R, ça veut dire Réseau d'action contre l'antisémitisme et tous les racismes. C'est-à-dire ce sont des juifs de gauche, pour certains âgés, pour certains pas trop âgés, qui se revendiquent de gauche et qui interpellent les milieux de gauche dans lesquels ils se trouvent toujours, hein, pour dire vous déniez, vous refusez de voir l'antisémitisme. Donc, qui dit cela depuis 2 ans et quelques, voilà. Par ailleurs, il y a un bouquin, sûrement que vous connaissez, bien sûr, probablement vous le connaissez, de Ilana Weitzman, qui est une franco-israélienne, qui s'appelle Des Blancs comme les autres, point d'interrogation, les Juifs, point aveugle de l'antiracisme, je veux dire, ou du racisme, de l'antiracisme, je crois, et qui continue à faire du bruit, on va dire un petit peu à gauche, parce qu'elle se situe aussi à gauche. Et il y a quelques temps, j'ai vu un débat qui était paru sur Mediapart, le journal de gauche, hein, que vous connaissez probablement, qui est un débat que vous pouvez voir, on peut vous envoyer le lien éventuellement, ou Céline peut vous envoyer le lien, avec quelqu'un qui s'appelle Jonas Pardo, qui est un jeune, je sais pas, il a l'air jeune, hein, je ne l'ai jamais rencontré, mais il est très jeune sur les écrans, et qui fait maintenant de la formation à gauche. Il se situe comme Ilana à gauche, et il fait de la formation vers les gens de gauche. Il a fait de la formation vers des membres des équipes de Mediapart, le journal Mediapart, et aussi de la formation vers les gens de ELV, les Verts français.
Et aussi, il est en contact avec des assistants parlementaires de la France Insoumise. Voilà. Et donc, là aussi, pour le même sujet, pour interpeller la gauche sur sa dénégation et son oubli de la question de l'antisémitisme. Voilà. Et ça parle, quoi dire, ça bouge du côté de... Voilà. Donc, je voulais vous en informer de ça. Et quand j'ai parlé avec Jonas Pardo, il n'y a pas très longtemps, je parlais avec lui au téléphone, je suis rentrée en contact avec lui. Et vraiment, on se disait que il faut être vigilant pour nous, d'une manière, pour la question de l'antisémitisme et même du racisme en général, de ne pas mettre sur le même plan, comme certains le font, l'extrême droite et l'extrême gauche. Parce que ce n'est pas du tout, pas que ce n'est pas la même comment dire, force de haine anti-juive, pas du tout, mais ce n'est pas du tout la même idéologie, quand même, je dirais même. Voilà. Donc, je pense que, voilà, je voulais vous informer de ça, de ces évolutions assez récentes en France, peut-être que plusieurs d'entre vous le savent déjà, hein, d'une part, et du fait que on ne peut pas mettre sur le même plan, on va dire, les Le Pen, d'une manière générale, on ne va pas parler de Marine Le Pen, hein, parce que bon, enfin, tout l'entourage de Marine Le Pen, ça, on sait aussi que ce n'est pas tout à fait des brebis blanches, on va dire. On ne peut pas mettre sur le même plan la droite et l'extrême droite d'un côté, ou tous les groupes issus de l'extrême droite qui font des attentats, qui ont une idéologie raciste et antisémite, les deux à la fois, et à la gauche ou même à l'extrême gauche, des gens qui peuvent véhiculer des schèmes antisémites, éventuellement racistes aussi là, mais des schèmes, des discours antisémites sans être forcément antisémites. Voilà. Moi, je défends ce point de vue personnellement, d'un point de vue analytique. Ils peuvent véhiculer l'idée que les Juifs, ils ont beaucoup de pouvoir. Oui, ça peut, on le sait. Ils peuvent véhiculer ça sans être forcément, a priori, d'idéologie antisémite. Voilà. Et je pense que pour lutter, je parle d'un point de vue militant cette fois-ci, que d'un point de vue même analytique d'ailleurs, hein, je pense qu'il faut distinguer ces deux choses, ces deux volets, ces deux manières d'être antisémite. Voilà. Quelqu'un n'est pas forcément antisémite, même quand il véhicule un discours comme ça. Voilà. Et il faut distinguer, et pour se battre lutter contre l'antisémitisme, il faut aussi distinguer les deux formes en question. Voilà. Ceux qui revendiquent complètement l'idéologie juive hors de France, etc., c'est évident, c'est clair. Et ceux qui ne disent pas juif hors de France, qui disent je ne suis pas antisémite, mais qui peuvent, malgré eux, si on peut dire malgré eux comme ça, véhiculer quelque chose d'un discours antisémite ancien, juif déicide ou autre chose. Quoi. Voilà. Donc, je voulais vous faire part et de ces informations sur les évolutions récentes au sein de la gauche, des gauches, on va dire, et même de l'extrême gauche, et de ma position personnellement en termes pour l'analyse des milieux antisémites éventuellement, de droite et de gauche, et de la lutte contre l'antisémitisme. Excusez-moi, j'étais un petit peu longue, mais Non, non. Voilà. Non, je suis d'accord sur le fait que ce sont deux logiques différentes. Hier, j'ai lu sur de recherche de Combat Antisemitism Movement qui ont des chiffres sur le monde dont je ne sais pas comment ils ont fait, mais Est-ce qu'il y a des chiffres comme ça? Combat Oui. Antisemitism Movement. Ah, d'accord. Je parlais avec eux online. Les responsables sont en Israël, je pense, mais je pense que la base est américaine. C'est un mouvement international de lobby juive qui contraste l'antisémitisme. Je pense qu'ils sont assez sérieux, mais je ne sais pas les chiffres où ils sont. Mais ils ont montré qu'en 2022, donc sont vraiment nouvelles, il y a le double dans le monde d'actes, d'incidents antisémites de droite face à ceux de gauche, donc le double. Okay. Donc s'il y a 50 de gauche, il y en a 100 de droite. Au-delà de ça, il y a des logiques effectivement vraiment différentes. Et dans l'antisémitisme de droite, il y a encore le problème d'écraser, de la soumission, de
de l'infériorité. Il y a une logique de violence, c'est clair. Dans l'antisémitisme de gauche, je trouve, je ne veux pas dire des choses trop superficielles, excusez-moi, hein, mais je trouve vraiment des choses qui sont nées pour les jeunes d'aujourd'hui du sens d'injustice pour la Palestine, dont ils vont... Je pense que c'est dangereux un antisémitisme de ce type, mais en même temps, je pense que la racine est une racine différente, une racine de voir que les Juifs font aux autres ce qu'ils ont. Donc, excusez-moi si je pense une chose un peu moraliste, mais c'est comme dans la conscience de chacun de nous, il n'y a pas la place pour une empathie, une compréhension de toutes les victimes. C'est comme nous devons choisir, et si je suis de la part d'un groupe de victimes, je ne peux pas être de la part d'un autre groupe de victimes. C'est une concurrence des victimes. Il y avait un livre de Chaumont magnifique il y a quelques années, La concurrence des victimes. Donc, tout se passe comme c'est les jeunes d'aujourd'hui, s'ils veulent être de la part des Palestiniens, ne peuvent plus être de la part des Juifs. Je ne comprends pas pourquoi. Je voudrais être de la part des Palestiniens quand Israël fait quelque injustice et en même temps être de la part des Juifs français qui sont ou italiens qui ont l'attentat à la synagogue où il y a un enfant italien qui meurt à 3 ans parce qu'il est juif. Alors, donc, il faudrait comprendre cette concurrence des victimes et dans la différence des logiques, essayer de faire vraiment un travail éducatif, de formation. Mais, pour les anti-vax, c'est une chose. Pour les néo-nazis, une autre chose encore. L'adolescent qui dit « Ah, tous les juifs sont riches », une autre chose. L'activiste de gauche qui dit « Israël fait », une autre chose. Donc, c'est dommage, mais je ne vois pas cette différence de stratégie. C'est comme si les gens ne comprennent pas les différences. Donc, par exemple, en Italie, on fait un grand scandale parce qu'une jeune fille de 13 ans a dit mauvais juif à un enfant de 8 ans. Okay. Donc, première page du journal. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ça. Mais s'il y a un groupe de néo-nazis ou de néofascistes, non, ça c'est normal. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, il faut différencier les stratégies, différencier les analyses, différencier les logiques, comme vous avez dit, et différencier les stratégies. D'accord avec vous. Mais c'est vrai que l'antisémitisme, enfin, le scandale de l'antisémitisme se vend bien, alors les journaux peuvent facilement faire ça, hein, oui. Malheureusement. Exactement. Est-ce que je peux poser une question, s'il vous plaît? Merci. Oui, alors, donc moi je m'appelle Isabelle de Meckenem et je suis un petit peu dans la même situation que vous, c'est-à-dire que je me suis retrouvée impliquée dans une instance politique au ministère de l'Éducation nationale, en l'occurrence, donc au sein du Conseil des sages de la laïcité, qui est présidé par une sociologue qui s'appelle Dominique Schnapper. Et dans ce cadre, voilà, qui est très, très connu. Très connu, je lis ce livre, oui, oui. Absolument, et qui a travaillé sur l'Italie d'ailleurs. Et donc, dans ce cadre, j'ai été amenée à participer avec d'autres services du ministère de l'Éducation. Hein. Évidemment, j'aurais une question à vous poser sur la stratégie éducative en Italie, savoir de quelle nature elle est, cette stratégie, s'il y a vraiment un effort, un accent qui est mis particulièrement sur l'éducation scolaire des enfants dont on parlait à l'instant. Mais donc le ministère de l'Éducation nationale a publié fin 2020 un vade-mecum intitulé « Agir contre le racisme
et l'antisémitisme. Donc, vous voyez, on a bien affiché la distinction, la différence que l'on voulait faire percevoir aux enseignants. Et c'est un outil vraiment très pratique si vous voulez constituer de fiches correspondant à des situations de la vie à l'école, de la vie scolaire que les enseignants peuvent rencontrer vraiment de manière quotidienne. Voilà, il y a un élève qui fait un salut nazi, il y a telle injure, telle insulte entre élèves, comment réagir, que faut-il faire, etc., etc. Et nous avons tenu à clarifier dans ce vadémécum. Nous avons aussi apporté des éclairages théoriques indispensables sur les notions fondamentales. Et nous avons tenu à clarifier pour les enseignants, alors d'une manière très synthétique cependant, précisément la différence entre racisme et antisémitisme, et surtout à leur expliquer pourquoi il fallait maintenir cette différence conceptuelle ou notionnelle, en tous les cas, entre les deux réalités, en puisant évidemment beaucoup d'arguments dans l'histoire de ces phénomènes. Alors néanmoins, le bilan qu'on peut tracer après 2 ans de publication de cet outil, de ce vadémécum, c'est qu'il reste très peu connu au sein de l'éducation nationale. En dépit de sa diffusion gratuite, il est disponible sur le site du ministère, mais il semblerait qu'il reste méconnu des équipes, des enseignants qui du coup ne s'en servent pas et continuent de dire « mais nous ne sommes pas assez formés » ou alors nous nous sentons démunis, nous ne savons pas comment traiter tous ces conflits ou ces incidents du quotidien qui ne méritent pas effectivement d'être judiciarisés, ou qui ne méritent même pas d'être traités par un conseil de discipline. Vous voyez qu'on peut traiter de manière éducative dans le dialogue avec l'élève ou avec la classe, etc. Or, cette action de fond, qui est également une prévention collective, à l'échelle collective, se fait moins bien parce que, encore une fois, cet outil que nous avions conçu comme à disposition précisément des acteurs de l'éducation nationale reste méconnu de leur côté. Donc, ce que nous regrettons évidemment beaucoup. Et si vous le souhaitez, je vous le ferai parvenir, ce document, ce vadémécum, ainsi que le numéro de la revue Le droit de vivre qu'évoquait Martine Cohen à l'instant, dont le dernier numéro a été consacré au thème de l'antisémitisme. Et il y a une contribution d'un doctorant qui est lui-même d'extrême gauche et qui travaille sur l'antisémitisme et l'extrême gauche, justement. Et il cherche à conscientiser dans son propre milieu d'appartenance politique, Memphis Krickenberg, il cherche à conscientiser ce phénomène, à lutter contre ce déni de l'antisémitisme, encore une fois, y compris dans son propre milieu d'appartenance idéologique. Donc, il nous a fait un papier dans le cadre de ce dossier. Donc, je vous l'enverrai aussi, Madame Santerini, si vous le souhaitez, si vous avez des coordonnées postales, je vous ferai parvenir ces documents. Donc, voilà, ma question est la suivante. J'aimerais savoir quelle est la part de l'éducation fondamentale dans cette stratégie holistique que vous avez décrite, s'il vous plaît. Mais alors, merci, je suis très intéressée aux matériaux que vous avez dit, donc merci vraiment. J'avais entendu parler de ça, mais je n'ai pas lu les documents, les vadémécum. La stratégie est une stratégie qui donne des tâches à toutes les institutions italiennes. Donc, pour ce qui concerne les ministères de l'instruction, nous avons recommandé de faire des lignes guides, des guidelines sur l'antisémitisme. Ce que nous avons fait. Donc, j'ai donné une recommandation et puis j'ai répondu à la recommandation parce que dans ce cas, je suis un professeur de pédagogie, donc c'était mon champ. Et alors, nous avons écrit ce document. Et, moi-même, je peux vous donner, et c'est online parce que nous avons un site
du gouvernement qui s'appelle, je peux vous dire parce que c'est facile, no antisémitismo. Governo. .it, donc c'est facile, noantisemitismo.governo.it, où il y a la stratégie et il y a aussi les lignes guides, on peut dire, comme vous. Absolument. Et le document est alors un peu moins pratique que le vôtre, un peu plus théorique au début. Il y a l'explication de les formes que je vous ai dit, donc peut-être que celui-là. Et comme indication pratique, comme vous, les fiches, etc., nous avons donné, je ne sais pas si vous connaissiez, les documents de l'OSCE, de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Ils ont fait 10 opuscules, 10 fiches, on peut dire, sur les différents thèmes. Par exemple, le premier est connaître mieux le monde hébraïque, le monde juif. Et puis, il y a contraster les préjugés. Et puis, il y a, je ne sais pas, la question au Moyen-Orient, dans les problèmes Israël, etc. Et contraster le conspirationnisme. Donc, ce sont 10 petits opuscules que j'ai fait traduire en italien, que je trouvais vraiment utiles. Ils ne sont pas exactement comme un cas, qu'est-ce qu'on fait quand un élève fait le salut romain, mais plus ou moins, ce sont des cas pratiques, des exemples, donc c'est plus ou moins comment l'enseignant qui lit cet opuscule peut trouver comment aborder cette approche, ce thème, par exemple le conspirationnisme ou les problèmes de la mémoire en Europe, dans le révisionnisme historique, par exemple, vous savez, la Pologne, donc les pays dans lesquels on a changé la mémoire de la Shoah, etc. Donc, pour conclure, nous avons fait des lignes guides qui sont un peu théoriques et un peu pour les indications, vous pouvez suivre cette opuscule-là. D'accord. Nous avons présenté la chose plus positive est que le ministère de l'Éducation, encore du gouvernement Draghi, mais je pense que le gouvernement actuel continuera, nous a autorisé à présenter les lignes guides dans toutes les régions italiennes. Donc, nous avons fait déjà 5 et nous ferons les 20 régions italiennes. Donc, nous allons couvrir tous les enseignants italiens en présentant les lignes guides. Dans l'introduction, le ministre dit que l'antisémitisme est une des formes de la constellation des racismes, mais il faut le traiter comme une chose spécifique sur le plan que dans le point de vue que vous avez exprimé avant. Donc, je pense que ce sont des choses, c'est une approche éducative. En général, le travail que je fais, c'est un travail fait par une personne qui s'occupe d'éducation. Donc, je ne crois pas seulement au droit pénal. L'antisémitisme, on ne peut pas le combattre seulement avec la prison, bien sûr, et donc c'est toute la stratégie qui a une approche éducative. Merci. Merci à vous. Moi, j'ai une question qui concerne la haine. C'est-à-dire que je réfléchissais comme ça un petit peu. Moi, j'ai une courte expérience en tant que psychanalyste, donc je reçois des patients depuis presque 2 ans. Et je me dis que dans toute
la panoplie des émotions humaines, la haine est celle qui, enfin, selon mon expérience, bien évidemment, est celle qui, au départ, apparaît le moins, en fait, dans le cabinet. Il y a plein d'émotions, de sentiments qui peuvent apparaître, mais la haine, effectivement, c'est quelque chose de, pour mon expérience, limitée, donc, je le répète, très difficile à retrouver, hein, pour le moins tout de suite. Et si je pense, par exemple, à mon analyse personnelle, c'est quelque chose qui est apparu très, 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 très tard, hein, à la 9e année, en fait. Et quand elle est apparue comme quelque chose de très spécifique, effectivement. C'est-à-dire accompagnée tout de suite par, on pourrait dire, par une mythologie, c'est-à-dire par une histoire très précise, par des objets très précis. Vraiment, quelque chose qui comment dire, se manifeste effectivement dans le corps, dans les émotions, dans les pensées, mais aussi avec tout un récit, une histoire très précise. Alors, justement, comme vous disiez tout à l'heure que souvent ces jeunes, par exemple, et ces adolescents qui font des actes, parce que c'est des actes quand même, de racisme, d'antisémitisme, et qui donc manifestent dans les actes des formes et d'idéologies plus ou moins conscientes et plus ou moins comprises et conscientisées. Je me demandais effectivement si on peut comme ça imaginer, euh, dans combien de cas il y a aussi derrière une haine qui pourrait soutenir, qui pourrait donc renforcer, qui pourrait rendre ces actes encore plus peut-être dangereux. C'est-à-dire, est-ce que, parce que justement, c'est un peu comme vous disiez, le tribunal juge effectivement les actes, donc qu'il y ait de la haine ou pas de la haine, peu importe. C'est-à-dire, l'acte signifie quelque chose, il manifeste quelque chose, il doit être puni, tel qu'il est. Non? Mais le côté, j'imagine, éducatif, pédagogique et de prévention sur le long terme, c'est aussi prendre la chose en amont, hein, c'est-à-dire éviter aussi que la haine qui est présente chez chacun puisse se formaliser ou se figurer dans des mythologies antisémites qui existent. Voilà, ça c'était... Oui, oui, non, mais c'est très intéressant. Ben, moi, je trouvais très rarement la haine en sens pur. En Italie, au moins, je trouve la banalisation de la Shoah, les préjugés, la dérision, la, comment dire, la peur quelquefois, mais la haine dans la haine n'est pas un concept scientifique. Les gens qui s'occupent des neurosciences, les médecins, les chercheurs nous disent que dans le cerveau humain, il y a des zones pour la violence, pour la vengeance, etc. Mais il n'y a pas une zone pour la haine. Mais ça, c'est pire. Ça veut dire que la haine est un peu toutes ces choses ensemble. Mais si nous disons que haine est un sentiment d'aversion structuré, stratégique, etc., je pense que c'est assez rare. Nous l'avons vu dans l'histoire. Nous l'avons vu dans l'histoire parce qu'il y avait des structures qui contribuaient à les créer. Dans l'Église catholique dans l'époque moderne, le national-socialisme, le fascisme, qui ont structuré des sentiments, comment dire, des instincts. Donc, même les gens, vous avez demandé les gens qui attaquent Liliana Segre, mais vraiment, quand ils sont rejoints par la police, ils disent, mais non, mais je disais ça, sont des flammades, la frustration de voir la chose qui ne va pas et trouver le bouc émissaire qui est le juif, qui est l'immigré, etc. Mais ce n'est pas une haine structurée. Donc, je pense, je ne sais pas si je me trompe, la leçon à dire est ça.
nous sommes à la base de la pyramide de la haine. S'il y aura un pouvoir politique très fort, très structuré, qui arrive et, comment dire, structure la version instinctive des gens, alors on peut se répéter tout, même la Shoah. Donc, l'attention qu'il faut faire est à ça, le pouvoir politique qui construit l'édifice de la haine, qui le rend stable, qui lui donne une idéologie, des actes, etc. Donc, je suis préoccupée, bien sûr, des sentiments d'aversion pour lesquels les gens sur le web disent « Ah, tu es une mauvaise vieille à Liliana Segre ». Mais je pense qu'il faut le déstructurer, il faut faire attention qu'il ne devienne pas un édifice de la haine. Et je pense qu'on peut le faire encore. Je pense qu'il faut le faire, mais il faut le faire. Mais pour le faire, mais non. Je ne sais pas si j'ai répondu. Hein. Oui, tout à fait, effectivement. Effectivement, c'est aussi difficile, enfin, quand on prend la chose d'un côté effectivement psychodynamique, de considérer des émotions qui sont tellement individuelles, tellement singulières, qui puissent comment dire, se dissoudre dans le généralisme absolu. Une idéologie, des pensées, il est beaucoup plus facile qu'elle devienne quelque chose de partageable, de collectif, non, de la masse, mais des émotions, effectivement, comme la haine qui a, voilà, pour chacun, j'imagine, un objet ou des objets vraiment spécifiques à sa vie, son vécu extra. Donc, ça ne veut pas dire justement que c'est moins dangereux. Ça enlève rien à la dangerosité du phénomène, forcément. Est-ce qu'il y a encore des questions? J'ai une question pour Isabelle de Meckenem. Tu m'entends? Est-ce que le vadémécum de la laïcité là, dont tu parlais tout à l'heure, il est utilisé par les référents de laïcité dans les académies? Ah oui, absolument. Là, pour le coup, il est beaucoup mieux connu, et notamment dans les rectorats où travaillent ces équipes académiques. Absolument. Mais il y a un décalage avec le vadémécum, donc l'autre vadémécum, agir contre le racisme et l'antisémitisme. Ah, il y a un décalage. Ce sont deux vadémécums distincts. Voilà. Et celui sur le racisme et l'antisémitisme est plus récent puisqu'il date de fin 2020. D'accord. Okay. Alors que celui de la laïcité a été publié très vite par le Conseil des sages. Et nous faisons beaucoup de stages de formation continue, des stages nationaux que nous organisons sur ces thématiques, effectivement. Aussi du racisme et de l'antisémitisme, d'accord. Voilà, et les discriminations. En France. Tu es en France? Oui, en France. Absolument. Auprès du monde enseignant. Il y a vraiment encore un très gros effort à faire de formation de base, quoi. Hein, Et en Italie? En Italie, Ben oui. En Italie, les lignes guides que je vous dis, nous avons fait ce travail maintenant, dont nous avons commencé. Pour le reste, je pense qu'il n'y a pas vraiment une éducation contre le racisme. Il y a, comme chez vous, une éducation interculturelle, mais c'est plutôt sur l'intégration des immigrés, etc. Une forme d'action plus continue comme en France sur le racisme, nous n'avons pas. Est-ce qu'en Italie, il y a ce qu'on appelle en France une concurrence des victimes? Est-ce qu'il y a des groupes ou des personnes, enfin, qui développent cette question-là de la concurrence des victimes?
C'est-à-dire Ah. qu'ils disent il ne faut pas spécifier l'antisémitisme parce que c'est un racisme, parce que voilà. Est-ce qu'il y a des groupes qui vont dans ce sens-là en Italie? Non, d'accord. Non, je ne connais pas. Je ne sais pas. C'est le thème. C'est le thème. Serait ce que nous avons dit pour les jeunes. Oui. Les jeunes générations ont une révolte contre les vieux et ils pensent que toujours les juifs, mais pourquoi seulement les juifs? Donc, ils cherchent des autres victimes. Des nouvelles victimes sont fatigués d'avoir les victimes de notre génération. Ce que je disais avant, ils ne sont pas habitués à avoir compréhension pour toutes les victimes, toutes, mais non, je pense qu'il n'y a pas de groupe qui développe ce problème. Mais nous l'avons même à l'intérieur de la mémoire de la Shoah. Par exemple, comme chez vous, il y a la concurrence entre les déportés et les rescapés politiques et les juifs, par exemple. La concurrence, tu dis. Il y a la concurrence chez nous. Il y a la concurrence. Moi j'ai contribué à créer le mémorial de la Shoah de Milan et il y a toujours les déportés politiques qui nous disent pourquoi seulement pour les juifs? Mais nous disons, mais bien sûr, mais c'est très important, le rôle des politiques, la résistance nous a sauvés. Mais ça, c'est le mémorial pour des enfants ou des vieux qui n'ont rien fait. Donc, c'est une autre chose. Les résistants sont nos héros, mais c'est une autre chose. Mais il y a une concurrence. C'est comme si l'espace de la compréhension soit très étroit, on peut dire comme ça, et il n'y a pas la place pour tout le monde. Et ça, c'est dommage, parce qu'on doit avoir ne doit pas avoir la concurrence. Ça me fait penser, j'ai oublié de vous parler aussi d'une association qui s'appelle les Guerrières de la Paix, qui est, enfin, je ne sais pas si le titre va être gardé comme ça, mais en tout cas, qui est pour la, je ne sais pas comment ils appellent ça comme ça, mais une convergence des luttes anti-racisme, incluant l'antisémitisme, avec des gens de tous bords et de toutes couleurs. Voilà. C'est une association qui s'est créée il y a presque un an. Là. Voilà. Bon, la première rencontre était à l'Institut du monde arabe. La deuxième, elle était dans une ancienne caserne, dans Paris, une ancienne caserne de pompiers. Hein. La troisième là-bas aussi, mais voilà. Et les guerrières de la paix. Ils sont surtout en Israël, Martine, non? Ils sont surtout en Israël, ces femmes. Non, attends. Oui, je comprends ce que tu dis, parce qu'en fait, l'une des cofondatrices de la guerrière de la paix, c'est Anna Assouline, qui a fait le film Les guerrières de la paix. Oui. Les guerrières de la paix. Mais en fait, elle a repris ce titre pour l'association qu'elle a co-créée. Ah, d'accord, elle a fait quelque chose en France. Okay. Elle sait que c'est problématique d'avoir repris le titre, mais elle a repris en fait ce titre-là. Ah, oui. Et donc, et pour l'instant, elle fonctionne comme ça. Hein, voilà. Si tu veux, je pourrais t'envoyer des affiches l'affiche de sa deuxième rencontre qu'elle a faite où il y avait Ilana Weitzman qui était présente à ce moment-là. Et voilà. Et donc, c'est une association intéressante. Et moi, j'ai de la promouvoir auprès de la mairie de Paris, enfin de la mairie du 10e arrondissement ou du 11e arrondissement, parce que dans le cadre de la semaine parisienne sur de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Voilà, donc j'en ai parlé et la mairie du 10e s'est dit intéressée, peut-être la mairie du 11e aussi, tu vois, la mairie du 11e arrondissement de Paris. Donc on va voir, hein, mais en tout cas c'est une association intéressante parce qu'il y a vraiment des jeunes, des femmes, la plupart, c'est des femmes au départ, et des jeunes de toutes les couleurs. J'avais rencontré Anna Assouline avec une jeune Palestinienne qu'ils avaient hébergée pendant quelques mois, qui fait ses études à Dijon, je crois. Je ne sais plus où, d'accord. Mais là, ce n'est pas avec une Palestinienne, c'est avec des gens de France, hein. Des militantes, dont Assa Traoré, la sœur d'Adama Traoré. Hein. Ah, oui, non, mais c'est difficile, mais il faut tenir. L'important, la difficulté dans ce qu'on appellerait, vite dit comme ça, les convergences des luttes, c'est d'éviter la division et de lutter contre les divisions. Moi, ce qui me plaît, c'est le mouvement en Israël qui est extrêmement intéressant.
Le mouvement en Israël. En Israël, et parce que vraiment, ces femmes sont On va voir remarquables. qu'est-ce qu'il devient, parce que comme les Oui. militants de la paix sont toujours traités de traîtres là-bas en ce moment, depuis quelque temps déjà. Ce qui est formidable, c'est que, oui, il y a aussi bien des femmes de gauche que des femmes religieuses ultra-orthodoxes, etc. C'est formidable. Je me demande ce que ça devient. On va voir la Oui, prochaine j'ai pas manifestation. entendu parler, effectivement, j'en ai plus entendu parler là. On va demander à Anna. Elle faisait des marches, en fait, des marches dans le pays, quoi. D'ailleurs, même vers les territoires palestiniens, hein, je crois Oui, qu'il je sais bien, j'ai vu le film même. Hein. Oui, Mais- il y a le film d'Anna, mais il y a aussi les petits films que font ces femmes. D'ailleurs, c'est une femme palestinienne qui a créé ce mouvement. Là-bas, je ne sais pas. Je Ouais, sais qu'il y a des départs. Je pense qu'Israéliens et Palestiniens en même temps. Hein, oui, forcément. en même temps, mais ouais, elle est formidable, cette femme palestinienne qui, d'ailleurs, Bon. est menacée aussi, hein, Ouais. s'être associée aux Israéliennes. Ça a été, même, elle était menacée. Hein. Voilà. Et donc, en France, c'est pas toujours évident d'associer tout le monde, de tous les racistes, je suis d'accord, mais je pense qu'il faut tendre vers ça. Ouais, ouais. Il faut tendre, si toi tu tentes pas, si moi je tente pas, je tends pas vers ça, comment on va y arriver? Donc si moi, toi, l'autre, etc. Voilà. Ça dépend à quoi on veut arriver. Hein. On veut arriver à la convergence, à ne pas oublier l'antisémitisme dans toutes les luttes contre les racismes. Moi, Mais ne pas aussi survaloriser l'antisémitisme. Et comme disait tout à l'heure madame, ne pas dire il y a un petit gamin qui a dit une grosse bêtise, on en fait un scandale général. Alors là, en France, certains institutionnels juifs sont très fameux sur ça, hein, sont très bons là-dessus. Hein. Bon, voilà, ils en font un voudrais poser. Voilà, oui. pardon. Pour revenir à l'Italie, là, Oui. Madame Milena Santerini, je sais que je viens un peu tard, mais pour moi qui vais en Italie, essentiellement en Italie, je ne suis plus un touriste, hein, depuis 50 ans à peu près, hein, et j'y vais au moins 2 fois par an, vous voyez, en moyenne 5 semaines au moins, hein, si vous voulez, hein, par an. Et donc maintenant, n'étant plus touriste, j'ai des relations fortes avec un certain nombre de gens, y compris dans le milieu syndical, vous voyez. Eh bien, je voulais vous demander, je n'ai pas observé durant ces décennies que même dans le discours, même dans des discussions fortes, d'antisémitisme. Je n'ai pas... Voilà, je vous parle sur une longue période. Hein, voilà, dans différentes villes. Hein, voilà, je connais pas mal de gens dans différentes villes d'Italie, comme Venise, Bergame, voyez, Rome. Bon, je n'ai pas observé d'actes comme j'ai pu l'observer beaucoup plus en France, voyez. Vous l'avez, je ne sais pas si j'ai bien compris, vous l'avez observé plus qu'en France. Hein? Non, je vis en France, je vis à Paris, oui, mais oui, je vais en oui, moyenne. mais en Italie, vous avez vu plus d'actes que... moins. Non, j'en ai pas vu. Je n'ai pas vu d'actes ou même de paroles antisémites. Vous voyez? Non, j'ai compris. C'est pour ça que je voulais vous demander ce que vous en pensez. Vous. Alors, si on peut faire, c'est difficile de faire une comparaison. Comme... Non, je veux pas... non. Oui, j'ai compris. Non, effectivement, l'Italie a un chiffre, un numéro d'actes antisémites moins que d'autres pays. C'est vrai. Il y a beaucoup moins de juifs maintenant. Il y a beaucoup moins de juifs et il n'y a pas, mais ça, je ne veux pas ouvrir le thème de l'islam, mais il y a chez vous les problèmes de banlieue, des jeunes. Et puis la colonisation. C'est un problème dont, effectivement, c'est vrai que comme je disais, la base de la pyramide, ça veut dire que c'est un antisémitisme caché de laquelle on a honte. S'exprime plutôt sur les moqueries, avec les insultes, la boutade.
Oui, mais je n'en ai pas observé. Ça, Vous voyez, je parle italien, hein. Je parle italien en plus. Vous voyez, ma fille est professeure agrégée d'italien et j'en ai parlé avec elle, mon fils également. Enfin, et nous n'avons pas observé, même dans les conversations, les dîners, les relations intenses que nous avons. Je ne fréquente en Italie que des Italiens. Vous voyez, pas de Français. ça dépend même du niveau des gens qui vous fréquentez. Oui, mais Peut-être. je vous ai parlé de syndicalistes, je vous ai parlé de différents et de jeunes aussi. Vous voyez, c'est une question, hein. J'ouvre la question, hein. Vous voyez. Bien sûr. Moi aussi, hein, je ne trouve pas l'antisémitisme normalement dans la vie, hein. Dans la rue, etc. Non, je ne le trouve pas. Mais nous savons qu'il y a. Pardon? Non, mais nous savons qu'il y a. Nous avons fait les exemples, par exemple, dans les groupes de droite, dans les groupes de jeunes de gauche qui vont au-delà de la critique légitime à Israël. Nous le voyons dans le web, comme je dis, dont il y a les caricatures, il y a les symboles nazis, donc sont cachés. Mais oui. Il y a. Bon, on va peut-être en rester là et vous remercier de tout cœur hein, pour votre intervention et voilà, j'espère que nous resterons en contact hein, pour nous tenir au courant de vos avancées. Et puis Isabelle vous transmettra effectivement les documents en question. Et puis voilà, restons, je l'espère, en contact et informez-nous de ce que vous faites, ça nous intéresse beaucoup. Merci, j'ai noté toutes les choses intéressantes que vous avez dit. Vous m'avez donné des points de repère très intéressants. Et vraiment, merci, on peut rester en contact. Je suis très intéressée. Je pense que la France a beaucoup enseigné à l'Italie sur ce plan. Donc... Vous êtes sur Milan, madame? Milan, hein? À Milan. Ah bon? J'enseigne à Milan, mais Ah j'ai bon? aussi la maison à Rome. Maintenant, je suis à Rome. Ah d'accord, vous êtes à Rome, d'accord. Je suis sur le train entre Milan et Rome. D'accord, C'est Rome, hein? non, parce que moi, j'ai des amis italiens à Milan et à Modena. Ah, Modena, magnifique. Mais vous êtes invité, hein? Je vous invite au mémorial de la Shoah de Milan parce que c'est vraiment intéressant. Ah oui, alors, je peux avoir une question. Est-ce que vous avez connu, madame, les portes, attendez, non, les portes qui ont été faites pour la grande synagogue par Maurizio Bonfanti, un grand artiste de Bergamo, que j'ai exposé, moi, chez moi, à Paris, qui est un très grand artiste et qui sera probablement un des plus grands peintres en Italie dans les 10 ans à venir. Maurizio Bonfanti de Bergamo. Bonfanti de Bergamo. Les portes ont été retirées, elles étaient prêtées, elles ont été commandées par le grand rabbinat, mais maintenant, le conseil régional de Bergame lui a demandé s'il pouvait en disposer. Et il a dit oui, je les offre à Bergame, à condition de choisir le lieu de leur exposition, ce qu'il a fait il y a 2 ou 3 ans. Voilà. C'est un artiste exceptionnel. Voilà. Dont j'ai beaucoup d'œuvres. Voilà. Bergamo. Maurizio Bonfanti. Bien, en tout cas, nous serons avec Filippo à Milan en octobre prochain. Donc, peut-être on fera un saut vous voir, hein, Filippo, parce qu'on a un autre colloque. On organise un colloque voilà, sur la question de la censure dans l'art, mais on aura peut-être. En quelle université? Avec l'Université de Milan. Non, c'est San Raffaele, c'est le centre San Raffaele. C'est quoi le titre du colloque? C'est quoi? On n'a pas encore le titre, mais c'est autour des questions de la censure dans l'art. Voilà, encore un autre sujet, mais on sera à Milan. Ça m'intéresse, oui. L'occasion, Milena Santaini, de vous rencontrer. Il faut que vous visitiez le mémorial.
Oui, ils sont et Ça, le c'est sous-sol sûr. de la gare, le mémorial de la Shoah. Donc, il faut Oui, vraiment... j'irai. Je le connais pas. Oui. Je viendrai certainement, en tout cas, on aura l'occasion. Voilà. Écoutez, merci. Et puis, Merci. merci à Filippo, en tout cas, pour Merci à vous. l'organisation de cette conférence. Voilà. Merci Bonne vraiment. Bonne soirée, soirée. Martine, Merci, et bonne au soirée. revoir. Au revoir. Bonne nuit. Au revoir, hein. Bonne nuit.